Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière rencontre de la journée. On approche de la fin du festival et la clôture est imminente, mais on va vivre ce festival encore pendant longtemps, les semaines et les mois qui viennent, avec tous les livres et les auteurs qu'on aura découverts au cours de ces 4 jours. Et on va finir cette journée en prenant une direction qui est celle que tant d'Européens ont prise dans l'histoire. On va aller vers l'ouest. Et on va aller vers l'ouest avec chacun de nos invités et avec leurs livres. C'est vrai que ce mouvement vers l'ouest a toujours été au cœur de la vie américaine, de la littérature américaine, du cinéma américain. Et on va aller vers l'ouest de façon bien différente. Dans le passé, avec Guy van der Heeg, qui est un écrivain canadien originaire de Saskatchewan, qui est l'auteur d'une œuvre assez conséquente et de 3 romans, une trilogie, qui revisite l'histoire de la conquête au Canada et aux États-Unis dans la région des Grandes Plaines, avec bien entendu les paysages, la nature, les tribus indiennes, mais aussi les colons et l'armée qui viennent dans cette région et qui tentent de supplanter les premiers occupants. On va aussi aller dans l'ouest avec le roman de Ivy Pochoda, Route 62. Et Ivy Pochoda, son premier roman se passait à New York, donc elle a aussi pris la direction de l'ouest. Et c'est un ouest d'aujourd'hui, celui que l'on connaît, entre la grande ville saturée et puis cette nature, notamment le désert, qui est une grande composante de ce paysage. Et puis on va aussi aller dans l'ouest, mais dans un ouest un peu du futur, un ouest où là aussi c'est le désert. D'ailleurs, chez Guy van der Heeg, même quand il y a des arbres et de l'eau, ça peut être une forme de désert aussi. Mais chez Claire V. Watkins, c'est un futur où la Californie n'a plus d'eau et où l'eau est devenue une denrée si rare qu'on s'entretue presque pour en obtenir. Ce que je ferai peut-être pour commencer cette discussion, afin que l'on voit un peu la palette de sensations, d'impressions, c'est peut-être que vous commenciez par nous dire, vous êtes américain, canadien, on sait combien la mythologie américaine est impressionnante, combien elle est diverse. Est-ce que vous pourriez commencer par répondre à cette question qui est en 2 parties? Qu'est-ce que c'est l'Ouest dans la mythologie et dans la psyché américaine? Et à un niveau peut-être plus personnel, que représente l'Ouest pour vous? Et si elle est d'accord, je vais demander à Claire, qui est à l'opposé, de commencer. Merci, Francis, and thank you all for being here. This festival is tremendous. I'm so overwhelmed with how many readers I've met. You know, I think many people would start defining the West geographically, but psychically, probably the first, it has more to do with the idea of the frontier. So that might be Virginia in James Fenimore Cooper. It might be, Texas borderlands and Cormac McCarthy. It might be the California of Joan Didion. But that idea of the frontier, a space that is, popularly a site of reinvention and self-determination. There's an alluring idea that the frontier is a place where we might be free of whatever we find oppressive or constraining about our home. So, and that's something that's been, it's something I simultaneously believe in and have, really bought into, but also pretty skeptical, probably, because the West wasn't a blank slate. There were
hundreds of sovereign nations in the American West. And so a lot of it personally has been a process of kind of deprogramming the propaganda version of the Western and embracing the multicultural, the deep history, the non-human parts of the West as part of a kind of deprogramming. D'abord, je voudrais vous remercier pour ce festival qui est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment enchantée de rencontrer autant de lecteurs. Bien, l'Ouest, effectivement, c'est une notion géographique, mais je voudrais parler de ce que l'Ouest représente pour la psyché américaine. L'Ouest est très lié à la notion de frontière, la frontière qui est mouvante, en fait, qui a été tour à tour la Virginie, chez Fenimore Cooper, qui a été le Texas, qui a été la Californie. La frontière, en fait, c'est un espace de réinvention. C'est un espace de réinvention collective, mais c'est aussi un espace dans lequel l'individu peut déterminer son propre destin. Il y a quelque chose de très séduisant dans cette idée d'espace libre qui permet à chacun de se libérer des contraintes qui l'oppressent. Et bien, j'y crois d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, mais je suis également un petit peu sceptique. Il faut dire que l'Ouest n'a pas toujours été un espace vierge. Il y a des centaines de nations amérindiennes qui préexistaient à la conquête. Et je suis intéressée par la notion de déprogrammation. Je voudrais un petit peu déprogrammer cette propagande qui est véhiculée par les westerns notamment. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de découvrir, d'aller à la rencontre de l'aspect non humain aussi et sauvage de l'Ouest. So I'm from Brooklyn, New York, and like many of you here probably also have mythologized the West, and I'd love to hear what everybody says because, you know, it's interesting for me because I don't really know. I'm not from California. I've lived there for 9 years. So as a New Yorker and from the city, the idea, I do have this mythological idea of the Western United States. And after living there for 9 years, I've sort of realized that the way my mythology dovetails with, you know, my experience is that this is a place of diaspora where many people from, you know, from across the border in Mexico, Central America, from, you know, African Americans from Texas and the South, and New Yorkers looking to start over in a place of sunshine and, you know, palm trees and beaches have wound up. And it's, for me, a place of this sort of, you know, people say New York is a melting pot, but there's this, in California, at least I can only speak about my experience in California. I don't live in the desert or anywhere else. The West is this place of, you know, infinite possibility of starting over. It's also one of the places, and that doesn't work out for everybody, please. Don't go rushing out there expecting that, like, you're going to start over and it's going to be fantastic. I wrote a book about it. It doesn't work out. But it's also a place where, one of the last places I've experienced where people can truly get lost and where there's the possibility to live outside society, off the grid, in a place where, you know, you can not just reinvent your identity, but lose your identity. So, you know, that mythology of the West for me is this idea of transformation and, you know, of being able to sort of step outside of the conventions of society in whichever way that appeals to you. Oui, alors d'abord, je viens de Brooklyn, New York, donc évidemment, je suis habitée par les mythes de l'Ouest parce que je ne viens pas de Californie, j'y habite seulement depuis 9 ans. Et la façon dont ma vision mythologique, en tout cas de l'Ouest américain, et ma propre expérience se sont rencontrées, c'est que je me suis aperçue que c'était vraiment un endroit, la Californie, où la diaspora se retrouvait. Il y a des diasporas qui viennent de partout, des gens qui traversent la frontière donc, du Mexique, mais aussi qui viennent d'Amérique centrale, du Texas, du sud de l'Amérique. Et c'est un endroit où les gens viennent
pour recommencer leur vie. Ils viennent chercher le soleil, les palmiers, la plage. Et on dit souvent que New York est un melting pot, mais moi je trouve que la Californie, en tout cas de ma propre expérience, et Los Angeles, c'est vraiment un melting pot. Je ne parle pas vraiment du désert, parce que je n'ai pas habité dans le désert, même si j'en parle dans mon livre. Et donc c'est un endroit qui incarne des possibilités infinies de recommencement, où on peut recommencer sa vie, se réinventer, effectivement. Attention, ça ne marche pas pour tout le monde, ne vous précipitez pas là-bas. Il y a beaucoup de rêves qui se brisent, et ce n'est pas toujours fantastique. J'ai écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, tout mon livre parle de ça, donc ne foncez pas en Californie nécessairement pour recommencer votre vie. Mais c'est aussi un endroit où on peut se perdre. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-bas à vivre hors de la société, à la marge. C'est un endroit où on réinvente son identité, mais où on peut aussi perdre son identité. Et c'est un endroit où beaucoup de transformations sont possibles. Et aussi, on peut se retrouver donc à la marge et hors des conventions. On peut sortir des conventions et réinventer sa propre position par rapport à ces conventions. Gary? I think that the Canadian experience of the West is actually markedly different from the American. And it's markedly different in several ways. The first is that white settlement there was a later phenomenon. The second way was that the police arrived before the settlers did, which led to a slightly different formation. In terms of the so-called lawlessness of the West, there was certainly that in the Canadian West also, but it didn't become part of the romanticism of the Canadian West. The Canadian West, in the popular imagination, was more staid, and the emblem of the Canadian West was the red-jacketed Mountie who dispensed law and order and almost never drew his gun. Je pense que l'expérience canadienne de l'ouest du continent américain diffère de l'expérience américaine à plusieurs points. Premièrement, ce serait le fait que les colons blancs sont arrivés plus tard au Canada qu'aux États-Unis. Et deuxièmement, au Canada, la police est arrivée avant les hors-la-loi sur l'ouest canadien. Et donc, l'expérience de l'Ouest américain a été un peu différente, a été beaucoup plus sage. Il n'y avait pas cet imaginaire romantique des hors-la-loi qui vont être l'archétype du Far West américain. Plutôt, ce qui incarne le Grand Ouest canadien, c'est les Mounties, vous savez, ces policiers montés à dos de cheval avec les vestes rouges qui faisaient respecter la loi sans jamais avoir à utiliser leur arme. And it was multicultural, I suppose, in many of the ways that the Americans have remarked on the American West. But it was more actively, I think, settled in terms of proportion of peoples by Europeans who tended to arrive shortly before the beginning of the First World War. I grew up in a town called Esterházy. Everybody was Hungarian, or almost everybody was Hungarian. 12 miles down the road was Stockholm. Guess where they came from? Then there was Langenberg, which was German, and there was a Finnish colony, and there was a Swedish colony. Even in and a St. Istvan, which was Czech. Even in my childhood, I mean, I'm 67 years old, I would hear in my hometown 5 or 6 different languages spoken on the street. There were almost as if there were tiny colonies of Europe that were imported to the Canadian West in many ways. Alors évidemment, nous avons connu le multiculturalisme comme décrivent les collègues américains d'une certaine manière, mais ce qui change également avec le Canada, c'est le fait que le grand volume de colonisateurs sont arrivés relativement tard, vers la période avant la Première Guerre mondiale. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Esterházy, qui était une ville absolument pleine de Hongrois,
À 12 km, il y avait une ville qui s'appelait Stockholm, donc vous devinez bien d'où venaient les gens qui habitaient là-bas. Il y avait Langenberg, qui était une ville pleine d'Allemands, il y avait des colonies suédoises, finlandaises, il y avait Saint-Istvan, qui était une ville pleine de Tchèques. Et donc, j'ai la soixantaine, mais j'ai le souvenir très vif dans ma jeunesse de pouvoir entendre facilement 5 ou 6 langues, rien qu'en traversant la rue. C'est comme si des petites poches d'Européens, de colonies européennes étaient arrivées et s'étaient implantées au Canada. Ivy, vous vouliez dire quelque chose? Non? Ok. Ce qui est intéressant, c'est alors même si vous n'êtes pas, même even if you're not native from the West, Ivy, your new novel deals very much with the idea of the West. Même si Ivy Pochoda n'est pas de l'Ouest, son roman est vraiment enraciné dans cette région. Et c'est d'ailleurs ce que vos 3 livres ont en commun, puisque chacun de vos personnages est finalement en quête de sens. Chacun de vos personnages est un peu en recherche d'une identité, en recherche d'un futur qui soit viable, d'une vie meilleure. Vous avez en commun, Claire V. Watkins et Guy Van Der Reyck, d'être de l'Ouest. Hein. Vous êtes du Nevada, vous êtes de Saskatchewan, Guy. Ivy est de Brooklyn, mais c'est une transplant depuis quelques années. Est-ce que vous pourriez nous parler de la relation que vous avez avec ces paysages, avec la façon dont on se sent dans ces paysages, la façon dont l'espace redimensionne les vies humaines, les sentiments que cela inspire? Claire V. Watkins, c'était à peu près le sujet de votre premier livre, un recueil de nouvelles qui s'appelait Nevada, justement. Est-ce que vous aimeriez commencer à répondre à cette question? Yeah, the thing that comes immediately to mind is church. My relationship to the landscape. For me, to walk out into the desert does for me what church maybe does for my Catholic husband. It's as close to a kind of spiritual dimension of existence that I know of. So the book is really interested in, if you were someone like me who finds spiritual sustenance in the natural world, if a mountain or a canyon is your cathedral, what do you do in our current moment and in our future moments when it's clear that those special places are in deep, deep, deep jeopardy? This comes probably from growing up down the road from Yucca Mountain, where the United States plans to put its nuclear waste. And that's often described as, the desert is called a wasteland or the middle of nowhere. And that was always very confusing to me, to be told that no one is out there, nothing is out there, when I'm right here. And I've been here my whole life, and I never knew anywhere else. And it seemed to me kind of a useful metaphor for a type of spiritual yearning or rotting. And what might a character do who's searching for meaning in a ruined West, basically? Le mot qui me vient à l'esprit, c'est église. Si vous avez avec moi, enfin, c'est une relation, la relation qu'on a avec que j'ai avec le paysage me fait un petit peu le même effet que l'église pour à mon mari qui est catholique. C'est une expérience spirituelle. Et si vous, comme moi, vous trouvez votre nourriture spirituelle dans la nature, si pour vous un torrent est une cathédrale, que faites-vous quand cet espace est menacé, quand, comme la Yucca Mountain, donc la montagne des Yucca, est sur le point de devenir un dépôt de déchets nucléaires? Souvent,
on entend parler du désert comme un lieu vide, un espace vide, un endroit qui est au milieu de nulle part. Et cela me déconcerte parce que ce n'est pas un espace vide. Moi, j'y suis, on y est. Donc, que fait-on quand on... Enfin, je crois que c'est une métaphore de la recherche. Yeah, I think I wanted to push back a little bit on this idea that the only use that my home, the Mojave Desert, might have is as a dumping ground. I think it's actually served a really important psychic and spiritual purpose culturally. I mean, it's a place, even if you never go there, I think as someone in the US, it matters to have a place where you can go and be weird and be strange and think strange thoughts and not see another person, not see a building, not see a road, maybe. I think it's really important for human beings to be reminded that we're just another species on this very alive, very diverse, vulnerable planet. And I think the desert has served that purpose for many seekers, artists, thinkers. And I just want it on the record that if it's turned into this glowing, poisonous blob, we're all going to be poorer. Something really important to the spiritual self and the spiritual body of the nation will be lost, forever. That stuff will last a lot longer than you or me or any of our books or anything, right? So, wondering about that, what that might do to us. Et je voudrais m'inscrire en faux contre l'idée que le désert du Mojave est un désert. C'est un lieu qui, en fait, a une fonction spirituelle, même si on n'y va pas. C'est important qu'il existe un endroit, un espace où il n'y a rien, mais où il n'y a pas de route, mais où on peut être bizarre, on peut être soi-même et être bizarre. C'est important pour l'âme américaine et c'est important aussi pour l'être humain de prendre conscience qu'il n'est qu'un être parmi des tas d'autres êtres vivants. Et le désert a servi à cela pour beaucoup d'artistes, de peintres. Et se dire que je tiens vraiment à dire maintenant que si ce désert est transformé en une vaste décharge de déchets, eh bien, ce sera quelque chose de perdu. Je crois que c'est quelque chose qui est commun à nos trois livres. Et je m'inquiète et je me demande ce qui se passera si ça se produit. I have to admit, I'm a little ashamed being part of this conversation sitting next to Claire, who is from the place I wrote about. So she's probably right, and I'm just sort of imagining it. But I'm from, the East Coast, and my father lives in the country, and he lives in a very remote part of the country. And I thought I knew what the wilderness was like. It's a certain type of wilderness. But the first time I went out to the Mojave Desert, it required such an amazing mental reconfiguration that it took me a while to process where I was. And it's great to hear Claire say that, I was impressed. The thing that struck me most were the people and the living that was going on in what you would think, if you hadn't lived out there, was an unlivable circumstances. I didn't think it was the middle of nowhere and that there was no one there. I was just absolutely, it's something, if you've never been, that's hard to process. It's on the surface inhospitable looking. Your sense of space and dimension change. The sky feels both closer and more distant. And really, and I am not a mystical person, you feel this power when you're out there of the impossible being possible. But for me, the other thing was, there is stuff that's living in the desert that just, how the hell does that happen? Like, how are these people living? It doesn't look, without air conditioning. It doesn't seem that there's, running water. And this is a place where it's very, very hot and very, very arid. But also there are trees and flowers and animals and, all sorts of, creatures that have this amazing resilience. And
in this like hard scrabble landscape. And it just blew my mind. And I had to sort of reconsider everything I thought about nature after 24 hours of being out in the Mojave. Oui, j'avoue, j'ai un peu honte de faire partie de cette conversation à côté de Claire, par exemple, qui est originaire de l'endroit que je décris dans mon livre, alors que moi, je ne viens pas de là-bas, même si mon père habitait à la campagne, et donc j'ai été beaucoup dans l'Amérique rurale, et je croyais connaître la nature sauvage, mais quand j'ai été pour la première fois dans le désert de Mojave, j'ai dû opérer une sorte de reconfiguration mentale à l'égard de la nature et de la nature à l'état sauvage, parce que il m'a fallu du temps pour comprendre où j'étais. J'ai été fascinée par les gens, les différents modes de vie de cet endroit. C'est un environnement qui paraît comme ça impossible, où la vie paraît impossible et où il se passe pourtant tellement de choses. J'ai jamais pensé qu'on était au milieu de nulle part, mais le sens qu'on a de l'espace, des dimensions change totalement. Le ciel paraît à la fois proche et loin, et c'est un endroit où on sent une puissance très très forte et où on sent vraiment avec beaucoup de force à quel point l'impossible est possible. C'est-à-dire qu'on se demande comment tout un tas de choses arrivent là-bas, que ce soit la vie, mais la vie des gens, par exemple, qui vivent sans climatisation, sans eau courante à des endroits, il fait très chaud, il y a une nature très aride, et en même temps des fleurs extraordinaires poussent, des animaux, des créatures, il y a une forme de résilience extraordinaire dans cet endroit, et la vie qui émerge d'un paysage qui a l'air, comme ça en apparence, vraiment dévasté. Et donc c'est un endroit qui oblige à repenser complètement, enfin qui m'a en tout cas obligé à repenser complètement ma vision de la nature. I have to be careful what I say here because, in a sense, I have never thought very deeply about where I live. Where I live feels normal to me. I lived there for 65 years of my life. And even in Canada, someone will say, you know, you must be obsessed with landscape because when I read your books, that's one of the things that really grabs me, and it's so cinematic. And then I have to stop and think, I'm just describing what's around me. I'm writing what feels normal to me and what's simply home. The second part of this is that I only often really realize the effect of the landscape when strangers enter it. So I remember, this must have been about 20 years ago, there was a Dutch writer who came to Saskatchewan where I live. He came with his wife. He did a presentation in the capital city, which is, you know, it's a small city of 250,000 people, and then he made the I'm an old guy, I keep on saying miles all the time, but you know, he made about a 300-mile drive to the city that I live in. It was winter, it was very cold, everything was snow. When he arrived, he was practically catatonic. He was so terrified. He actually believed everywhere he looked, he couldn't see a house, he couldn't see a town, but his wife was liberated. She kept on saying to him, we have to move here. I feel so free, right? And these are thoughts that don't really enter my mind. For me, it's just familiar. Je fais toujours très attention quand on me pose cette question parce que je n'y ai pas vraiment beaucoup réfléchi. Parce que pour moi, c'est simplement la normalité. Je ne fais que décrire chez moi. Je décris là où j'ai vécu pendant 65 ans. Même des Canadiens, parfois, peuvent me dire vous devez être obsédé par les paysages parce que c'est ce qui ressort le plus dans vos œuvres. Alors que non, je leur réponds que simplement, je décris la normalité, je décris simplement le cadre qui me paraît le plus normal. Mais en deuxième lieu, je sais qu'il y a un effet. Le paysage peut avoir un effet assez conséquent sur les gens. Et je me souviens qu'il y a 20 ans, un auteur néerlandais est venu dans la province. Il est allé à Saskatchewan, dans la capitale de la province. Il a fait une présentation. C'est une ville qui fait que 250 000 habitants. Ensuite, il a roulé sur quasiment 500 km en plein hiver pour venir dans ma ville. Et quand il y est arrivé, il était absolument mort de trouille. Il regardait autour de lui avec des yeux hagards, il ne voyait pas de maison, il ne voyait personne, il ne voyait pas de route.
Donc ça a eu cet effet-là sur lui, alors que sa femme se sentait libérée. Elle disait en arrivant qu'il fallait qu'ils emménagent ici parce que c'était là qu'ils voulaient vivre. Elle se sentait libérée de la civilisation et de tout le reste. Alors que pour moi, je n'y avais même jamais réfléchi. Alors, on va avoir l'occasion de le découvrir au cours de notre conversation. Vos 3 livres, malgré les apparences, ont énormément de points communs. Et j'aimerais peut-être commencer par le paysage, bien évidemment, pas seulement pour la description de sa beauté, mais dans tous les cas, le paysage, dans chacun de vos livres, renvoie vos personnages à une forme de quête d'identité, à une quête existentialiste. Est-ce que vous pourriez nous dire, tous les 3, finalement, comment sont nés les livres pour lesquels vous êtes ici présents à Vincennes? Qu'est-ce que vous avez voulu faire en utilisant ces paysages et cet espace? Ivy. Well, what I was going to add to that last answer was, if you're not from the desert, it's very scary. You know, and growing up in the city, there's a performative aspect to life. You do things so people see them. And a lot of things that I imagine might happen in the desert are things you don't want people to see. So a lot of my book is multi-perspective. There are 5 characters. And half of them, or 2 or 3 of them, are in the desert because the things they're involved in are things that maybe shouldn't be visible to other people. And some of them are in the desert because they're running away from things they've done in the city. And it just seemed to me, you know, the desert the landscape both welcomes these people escaping the city, but also further acts upon, you know, how can I explain this? Because it's a place of, you know, that's, for me as an outsider, is nerve-wracking, and, you know, you're insecure all the time. So I imagine what it would be like to running away there, the things I'm running away from might get even more amplified. So I thought that the natural landscape might be a way to sort of play up the fears of my characters, to play up the things they've done wrong. And it's not a place of refuge, but a place that sort of allows them to sort of become even more of the person they were trying to run away from, if that makes sense. The desert feeds their anxiety, and it sort of was a great way to explore this sense of trying to run away from your past, but it's not possible because there is this nervousness, this inquietude in there that, you know, that for me as an outsider was really resonant. So the landscape and the anxiety of the book are one and the same. Oui, je voudrais ajouter, par rapport d'ailleurs à la question précédente, que quand on ne vient pas du désert, c'est un endroit qui, au départ, est vraiment effrayant. Et j'ai l'impression que quand on grandit en ville, on fait les choses pour que les autres les voient. Alors que quand on est dans le désert, il se passe des choses qu'on ne veut pas que les autres voient. C'est un endroit qui rend ça possible. Et donc, pour beaucoup de personnages de mon livre, il se passe dans le désert des choses qui ne devraient pas être visibles, qui ne doivent pas être visibles pour le reste du monde. Et d'autres personnages fuient la ville et fuient ce qu'ils ont fait en ville et se retrouvent comme ça dans le désert. C'est un paysage donc, qui accueille ceux qui fuient, mais c'est aussi un endroit d'instabilité, d'insécurité. Et donc, quand on fuit ses erreurs ou quand on fuit la vie qu'on regrette de la ville et qu'on se retrouve dans le désert, cet endroit va plutôt avoir tendance à amplifier les peurs, amplifier les erreurs des personnages. Et c'est pas vraiment un refuge, du coup, ça devient un endroit où ils deviennent encore plus profondément ce qu'ils essayent de fuir. Le désert, en quelque sorte, alimente leur angoisse et leur insécurité. Et du coup, je raconte que fuir son passé est impossible. Et il y a une inquiétude là-bas, au sens vraiment étymologique de inquiétude, de non-calme là-bas, qui amplifie du coup les terreurs des personnages. I just wanted to add that I'm very careful to no one in the book grew up in the desert. Everyone is an outsider who comes there for their own reasons, usually not great. So I'm not writing this from a place of I understand what it's like to be there, something that I got in trouble with the residents of the small community of Wonder Valley where I set my book. People are hiding out there, people are misusing the desert, they're misunderstanding it.
So I'm not approaching this with a native's understanding. I'm approaching it from the sense of what the experience was like for me as someone who wound up there and experienced it for the first time. Oui, je voudrais ajouter qu'aucun de mes personnages n'a grandi dans le désert, aucun n'est originaire de là-bas. Ils arrivent là-bas pour des raisons qui sont différentes et qui sont souvent des mauvaises raisons, en tout cas des raisons assez sombres. Et ils ne comprennent pas toujours qu'est-ce que c'est que cet endroit. Ils se retrouvent à Wonder Valley, c'est un endroit où se passe une grande partie du livre. Et souvent, ils comprennent mal qu'est-ce que c'est que vivre là-bas vraiment parce qu'ils ne sont pas de là-bas. Et c'est pour ça, ça me permet de raconter quelle est mon expérience à moi, qui me suis retrouvée de là-bas en tant que personne extérieure. Guy? I might need to explain a little something about the geography in which my novel is set. It's set across the Canadian-American border, which was very fluid at the time. In the Montana area, there are the mountains on the more western side, and then there's the High Line, which is almost like open grassland, and it extends into Canada. On the Canadian side, when it was surveyed by a British geographer called Palliser, he drew a triangle on the map and decreed it as a desert, and he suggested that settlement should never occur there. The native peoples of the plains were horsemen. And so part of my novel is set around two features. One is that Sitting Bull is fleeing the American cavalry after the defeat of Custer at the Little Bighorn, and at the same time, and we in North America mispronounce the name, it should be Nez Perce, but I will call them Nez Perce. The Nez Perce of Washington have had there's been an uprising there because they've been thrown off their land, and they are also fleeing to Canada. So there are two native tribes almost at exactly the same time who are fleeing into Canada across this broad, wide open space. In the middle of this is a place called the Cypress Hills that the glaciers missed. It's the highest point of land between the Rocky Mountains and the Laurentians in Canada. For the native peoples, it was a paradise. It was treed. One of the features was a thing called the lodgepole pine that they used for constructing teepees. There was plenty of game, etc. When the whites arrived with the Northwest Mounted Police, they naturally were attracted to this area rather than the flat, arid plain. The Sioux arrived in the Cypress Hills, and the encounter with the Canadian forces, governmental forces, happens there. If I were to be metaphoric, which I'm not inclined to do, the Cypress Hills is a kind of Eden, and it's an Eden for the native people because of the game. It's an Eden for the people who have come from Eastern Canada because it seems more like where they come from. Oh, sorry. That's okay. I am taking care of his brain. Je pense que je dois commencer peut-être par expliquer un peu le contexte. Mes romans portent sur une frontière entre le Canada et les États-Unis c'est une frontière qui est très poreuse en fait, qui n'existe pas vraiment. Donc pour décrire un peu le paysage, il y a la région du Montana avec des montagnes à l'ouest et avec des plaines qui s'étendent vers les Rocheuses. Et du côté canadien, il y a une zone qu'un géographe britannique Palliser a décrit comme un désert. En fait, il a dit qu'il ne fallait absolument pas que les colons s'y installent parce qu'il n'y avait rien à y faire, c'était un désert. Et les habitants autochtones de ces plaines étaient des cavaliers. Et donc cette plaine a connu une sorte d'affluence qui venait de plusieurs endroits. Dans un premier lieu, il y avait Sitting Bull qui s'enfuyait avec sa tribu après avoir vaincu Custer à Little Bighorn. Il y avait aussi
la tribu qu'on appelle soit les Nez Perce, soit les Nez Percés, ce qui serait plus correct, les Nez Percés, qui viennent de Washington, ils se sont rebellés et donc ils vont vers le Canada pour s'enfuir des autorités américaines. Donc on a ces deux tribus qui convergent vers les plaines de cette région. Cette région comporte une zone qu'on appelle les collines de Cypress, qui sont en fait les zones les plus hauts avant les Rocheuses. Et pour les natifs de cette zone, ils voyaient ça comme un paradis. C'était comme un jardin d'Éden. Il y avait du pain pour construire leur tipi, il y avait de quoi chasser. Les colons blancs sont arrivés et ils aimaient beaucoup parce qu'ils y voyaient un potentiel aussi. Et les Sioux sont aussi arrivés à Cypress Hill parce qu'ils fuyaient, et c'est là qu'ils se sont retrouvés face aux autorités canadiennes et qu'il y a eu des affrontements avec eux. Je n'aime pas trop faire dans la métaphore, mais je pense que cette zone était une sorte de jardin d'Éden qui correspondait aux besoins et aux attentes de plusieurs personnes à la fois, que ce soit les natifs parce qu'ils pouvaient chasser, mais également les Canadiens de l'Est à qui cette région rappelait leur chez eux. So I'm very brief. So I think of it as the collision of two cultures and two ways of life in the Garden of Eden. Donc c'est un peu la rencontre belliqueuse de deux cultures au Jardin d'Éden. Well, I invented a landscape for this book, which it was the first thing that came to me. And I just saw this huge sand dune. In the book, it's basically stretches between Los Angeles and Las Vegas. And I think that appealed to me because it gave a very concrete site for these characters to ask more abstract questions, particularly, did we make this or did God make this or something else? You can't really tell where this mutating, always constantly moving mountain came from. And in the book, it seems almost to be alive, seems to have a sort of agency. It seems to choose people to stay and then annihilates other people. And that just seemed exactly what a regular mountain does, you know, chooses you or not. Moi-même, en fait, j'ai inventé un paysage pour ce livre. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand je l'ai écrit. Il s'agit d'une immense dune de sable qui s'étend de Los Angeles à Las Vegas. C'est une idée qui m'a plu parce que ça me permettait de donner un espace très concret pour un lieu dans lequel les personnages pouvaient se poser une question très abstraite. Et cette question, c'était tout cela, est-ce le fait de l'homme ou est-ce le fait de Dieu? Et personne dans le livre, on n'arrive pas à dire d'où est venue cette dune. Mais la dune est un personnage qui a une volonté propre et qui décide en fait qui survivra, qui ne survivra pas. C'est un peu comme ce que fait une montagne choisie. En fait, la montagne choisie. Yeah, so, you know, to more directly answer your question, Francis, I think it's, for me, about trying to make the internal landscapes of the characters external and manifest and let them bounce back and forth and let them think. Because there are people who will look at a mountain and find a cathedral, and there were people who will look at a mountain and be catatonic in a kind of fear or something, right? So it's the intersection of plot and character. Who they are, what they see depends on who they are, and then of course what they do about what they see. Then you're off to the races. You have a plot. You hope, you know. Pour répondre plus directement à la question, le paysage me permettait de décrire un peu le paysage intérieur
des personnages et de le rendre extérieur. Et ce paysage donc se manifeste et il y a des allers-retours entre ce qu'il voit, ce qu'il pense. Et la montagne, c'est vrai, chez certains suscite une angoisse, chez d'autres c'est un lieu de spiritualité. Et en fait, ça définit un petit peu ce que vous êtes. Et il y a une interaction entre l'intrigue et puis ce que sont les personnages. Et donc, c'est ce qui forme un roman. Lorsque je disais tout à l'heure que malgré les apparences, vos livres ont plein de choses en commun, que ce soit votre livre, Claire V. Watkins, qui se part quand même d'une réflexion assez brûlante sur le réchauffement climatique, la disparition de l'eau et la conscience que l'on doit avoir du côté limité des ressources qui sont celles du monde naturel dans lequel nous vivons. Que ce soit vous, Ivy Pochoda, ou votre demi-douzaine de personnages sont aux prises avec un passé qu'ils fuient, avec des crimes qu'ils cachent. C'est un roman noir presque, hein, qui se passe entre Los Angeles et le désert, où je dirais qu'on a énormément de conséquences de cette vie américaine très urbanisée, avec énormément de monde dans un seul endroit, ou que ce soit le roman de Guy van der Rey, qui est un livre où deux conceptions du monde s'affrontent, celle des Indiens qui défendent leur terre et qui ont une relation à la terre particulière, et les Européens qui viennent pour les déposséder finalement et pour s'installer. On retrouve malgré tout deux choses qui sont assez surprenantes, qui sont de deux ordres et qui sont pour moi un peu des valeurs d'exaltation. À la fois, il y a une dimension spirituelle, religieuse. Vous avez tous dans chacun de vos trois livres, alors ça, je vais prendre un autre livre de Guy van der Rey que celui qui est là, mais il y a à chaque fois des personnages de gourous, de prophètes, de chefs de secte. Il y a à chaque fois, je dirais, quelque chose de l'ordre de l'emprise ou de l'ordre de l'exaltation. Et en même temps, dans chacun de vos romans, les trois qui sont là, il y a une histoire d'amour. Alors, est-ce que finalement, ce paysage, c'est une source d'exaltation? Est-ce que, à la fois, on est tellement écrasé par l'immensité qu'on commence à délirer presque d'une façon mystique? Est-ce que on a besoin finalement d'entrer en relation avec un autre être humain parce qu'on se sent très seul dans ce vaste panorama? Est-ce que vous pourriez nous parler les uns et les autres, voilà, de la concomitance de ces deux. Ça semble presque primitif d'une certaine façon, parce que finalement, l'exaltation du spirituel et du religieux, c'est depuis les premiers temps de l'humanité. L'amour, c'est à l'évidence depuis les premiers temps de l'humanité, sinon nous ne serions pas là. J'aimerais que vous développiez un petit peu ces deux éléments qui sont dans vos livres. Ivy? Well, okay, so there is a commune or a cult in my book. You can decide if it's a commune or a cult. I know, but I don't say. And what I was interested in is how, and the desert provides an amazing canvas for this sort of issue, is how willing people are to follow someone to make themselves feel whole or relevant, or to give themselves, some sense of self in the larger world. And the desert is a place where this happens because you're so far removed from society. None of these people came from there. The elements are terrifying. It's alienating. The people in my book, I believe, are finding a false sense of spirituality and exaltation in the landscape. They're completely misreading it. They believe
like you said, that it is there, that there's this exaltation and that's enough for them. But they're not really paying attention. They're just doing lip service to it. They've read about the desert. They go out there. They're looking for this sense of transportation, this sense of transcendence, but they're filtering it through one man. And so they're doing it wrong. And he's using that. He's using this remote landscape as a way to play with their emotions because they don't have a lot of other choices out there. There is no one for 25 miles on either side of these people. So it's a misuse of landscape, and it's a misuse of this notion that spiritual exaltation is available in these places, because it is. So I wanted to play with the idea of how we can use landscape to our advantage to manipulate other people. Oui, c'est vrai que dans mon livre, il y a une communauté ou une secte. C'est à vous de décider. Moi, je sais quelle est la réponse, à savoir si c'est une communauté ou une secte, mais je ne vais pas répondre à votre place. Ce qui m'intéressait, c'est à quel point le désert offre une toile de fond parfaite pour examiner en quoi les gens sont prêts à suivre quelqu'un, une personne, pour se sentir vivre, pour se sentir exister, pour donner du sens à leur vie, à quel point ils sont prêts à remettre cette mission entre les mains d'une seule personne. Et dans ce désert où ils sont loin de tout, où ils sont complètement coupés du monde, ils cherchent la réponse dans cet individu, donc, qui est le chef de la communauté. Et pour moi, c'est donc une fausse spiritualité et une mauvaise utilisation du paysage. Ils croient à cette spiritualité, ils croient qu'être exalté dans un endroit pareil, ça suffit, et ils jouent cette spiritualité en quelque sorte. C'est une fausse spiritualité. Ils cherchent à être transportés, à être transcendés à travers et grâce à un seul homme, et ils se trompent en faisant ça, c'est une erreur. Et lui, de son côté, il se sert du paysage pour jouer avec les émotions des gens qui sont autour de lui, et lui aussi, du coup, il a une mauvaise utilisation de ce paysage. Et donc, ça m'intéressait aussi d'étudier à quel point on peut se servir du paysage à mauvais escient, en quelque sorte. Claire? Well, I was just kind of like nodding like a bobblehead when Ivy was talking, because so much of it was resonating a lot with me. It's very appealing, the idea of the slate wiped clean and starting over. And a lot of the characters in my book are trying that, and they're really drawn to the desert and to this sand dune and this community that forms at the edge of the sand dune. And I think it's not quite so easy. They would love to escape history, escape, you know, the ecological consequences, but you find the same troubles replicated, built kind of in miniature in these communities, and yet I kind of wanted the reader to feel like they were reading like a conspiracy theory. Where I come from in rural Nevada, big aliens and everything, you know, huge conspiracy theories, and I like it as a storytelling genre, and I wanted the book to feel that feeling. If you've ever believed in a conspiracy theory, which I believe in a few, I could tell you later which ones, but it just feels so good because something kind of clicks, and it's sort of a epiphany, and things make sense, and then it kind of disintegrates again. So I hope to give the reader that kind of back and forth feeling. Oui, vous me voyez hocher la tête parce que beaucoup de ce que Ivy expliquait trouve sa résonance dans ce que je pense aussi. Il y a quelque chose de très séduisant effectivement dans cette idée de nouveau départ, de prendre un nouveau départ, et beaucoup de personnages de mon livre agissent ainsi. Ils ressentent une attraction pour le désert, pour cette communauté qui vit en lisière de cette dune, mais ça n'est pas si simple. Ils veulent échapper
à leur passé, ils veulent échapper aussi aux conséquences écologiques de l'activité humaine, et ils veulent se trouver dans un monde différent, mais finalement, ils retrouvent les mêmes problèmes dans cette communauté. Je voulais, en écrivant, que le lecteur, je voulais transmettre cette idée de théorie de la conspiration. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend énormément là d'où je viens, dans le Nevada. Les gens adorent ça. Et moi-même, je dois dire que je trouve que les théories de la conspiration sont assez séduisantes. Et je voulais que le lecteur ait ce sentiment. Ça a quelque chose d'assez agréable. On a l'impression que tout s'explique tout soudain, que c'est une révélation, qu'on comprend, et puis finalement, tout s'effondre et on comprend que ça n'était pas le cas. Et voilà ce que je voulais obtenir. Guy? It may be a cliche to say that big skies and deserts give rise to monotheism, but I think in some sense it's true, because a barren landscape, a big sky impresses on you how little you are. I think there's two ways of reacting to that. One is to imagine or create a large sustaining force above you who directs you and guides you and gives meaning to your life, or for human beings to huddle together in environments like that. Excuse me. And sometimes they happen at the same time. And sometimes they happen in religious sects or in churches with really severe strictures. I don't think it's absolutely true, but I think that in both the Canadian West and the American West, fundamentalism has a stronger grip on the population than in urban communities. And I think part of that is a psychological reaction to the environment. Alors, ça fait un peu cliché de le dire, le fait que les déserts et les grands ciels dégagés donnent naissance au monothéisme, mais il y a peut-être un fond vrai dans ce qu'on dit. Je pense qu'un grand paysage dégagé a tendance à nous faire nous sentir extrêmement petits en tant qu'êtres humains. Il y a deux réactions qu'on peut avoir face à ce sentiment. Soit on découvre, ou alors on imagine, comme on veut le voir, une force supérieure, quelque chose qui nous dirige, qui nous guide, qui donne du sens à notre vie. Ou alors, les êtres humains peuvent avoir tendance à se rassembler en groupe. Parfois, ces deux choses, ces deux réactions se combinent pour donner naissance à des sectes ou alors à des églises, des cultes religieuses qui sont particulièrement stricts pour donner un sens à la vie de leurs membres. Ce n'est pas la vérité absolue, mais je pense qu'il y a un fond à réfléchir là-dedans. Surtout que dans le Ouest, que ce soit canadien ou aux États-Unis, le fondamentalisme a tendance à avoir une emprise plus forte dans les régions désertiques que dans les zones urbaines. Je pense que c'est cet environnement dégagé, vide, qui donne un cadre plus fécond pour ce genre de pensée. Est-ce que pour un écrivain, l'Ouest, c'est quelque chose de particulièrement difficile à écrire? Quand on écrit un livre qui se passe à New York, par exemple, à Ivy, bon, on sait tous à quoi ressemble un building, à quoi ressemble une avenue, même des brownstones, des voitures, etc. C'est un autre décor dans l'Ouest. Donc il y a quand même toute une subtilité de l'écriture pour rendre compte des couleurs, des formes, de la sensation. Je ne parle pas de la faune, de la flore. Qu'est-ce que ça change dans le travail, vous qui êtes passé d'un livre new-yorkais à un roman californien? It's so much fun, really. I mean, one of the things that was very hard for me about writing about Brooklyn is I was obsessed with getting it absolutely right, because I spent my life there. I was writing sort of about people I know and the place right outside my window, and I had to get it right. Of course, when I wrote the part of my book set in the desert, I wanted to get it right, but it was more of an emotional resonance
as well as a physical resonance. And it was so much fun to play with this notion of sunset and sky and nature, but also this sort of grittiness. Like, it's not beautiful to everybody, you know? And there is some sort of overlap with writing about the city. Like, a lot of people don't think the city is beautiful. So you have to convey like what you love about it and what is sort of I think Brooklyn is beautiful. I mean, it's like my favorite place on earth. But, you know, the desert has this grittiness in nature. And, you know, coming as you know, part of my book is also set in Skid Row in downtown Los Angeles, which is quite gritty. So to write about the desert was really like liberating, but also sort of remarkably not too different from having to, you know, marry this idea of like beauty and difficulty that, you know, I find when I describe urban environments. But it was a whole lot of fun. You know, I really didn't expect that I was going to really enjoy writing about the trees and the scrub pine and the arrowwood bushes and all the little details. So it was different, but it was great. You know, describing, you can spend so much time with the natural landscape, but you can also imbue it with this, the way you feel about it. Whereas writing about Brooklyn, I didn't have the way I felt about it. You know, the way I felt about the desert, I think maybe came through a little bit more in the descriptions. Oui, c'était très amusant. Je me suis éclatée à écrire sur le désert. C'était très dur d'écrire sur Brooklyn parce que, comme je dis, c'est là que j'avais grandi. Il fallait vraiment que ce soit juste, parfaitement juste. Je décrivais ma vie, je décrivais des gens que je connaissais, je décrivais ce qui se passait à ma fenêtre. Donc il fallait vraiment que ça soit tellement juste que j'avais du coup une certaine pression pour rendre les choses vraiment telles qu'elles étaient. Pour le désert aussi, bien sûr, je voulais rendre les choses de manière juste, mais il y avait beaucoup plus un écho, une résonance émotionnelle et physique, personnelle de mon rapport à cet environnement. Et je me suis beaucoup amusée à explorer comme ça des descriptions du soleil, des ciels, mais aussi, surtout, le côté rugueux et âpre du désert. C'est un endroit qui n'est pas beau pour tout le monde, et comme la ville d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un parallèle du coup aussi entre écrire la ville et écrire le désert, parce que c'est des endroits qui ne sont pas forcément beaux pour tout le monde. J'adore Brooklyn, je trouve que c'est un endroit magnifique, mais j'ai aussi écrit dans ce livre, je décris souvent le quartier de Los Angeles qui s'appelle Skid Row, qui est un quartier plutôt assez glauque et aussi assez âpre et rugueux. Et donc j'aime marier comme ça cette notion de beauté et aussi de rugosité, de difficulté qui peut être laide pour certaines personnes, mêler ce qui est beau et ce qui est difficile, qui fait aussi partie de l'environnement urbain. Donc je me suis beaucoup amusée à explorer les arbres, les buissons, les espèces naturelles, végétales. Et peut-être que je me suis plus autorisée à exprimer ce que le désert m'a fait ressentir personnellement, plus qu'avec Brooklyn. Alors Claire, vous ne vous êtes pas contentée de dépeindre une nature, vous avez aussi créé des animaux, vous avez donné libre cours à votre imagination. Je vous laisse répondre. Yeah, you know, I was thinking there's an interesting paradox perhaps in depicting the West, because I think it's popular. You know, we have the Western to contend with. And it can also be kind of freeing. So I started to think, well, if I've invented this huge sand dune, you know, a geologic formation that would take millions of years, and in my book it's 50 years. So I thought, well, I've already, you know, broken the laws of like geologic time. I might as well invent some animals. And I think it was wanting to do something new in this familiar landscape that might counteract some of the, you know, these poles of sublime beauty, you know, spiritual sustenance, and a landscape that wants to kill you, like terror, you know, and kind of thread that needle, at least resist the binary a little bit, right? See if there was, have a character who's in the form of these animals saying like, wait, is this barren, as I've been told so often, or is it actually so like magically, strangely alive?
Oui, c'est vrai qu'il y avait un paradoxe intéressant à écrire l'Ouest. C'est vrai que nous avons des images, ça fait partie de l'imaginaire populaire. Nous avons les westerns, c'était donc, il y a cet aspect-là, mais c'était aussi libérateur. J'ai parlé d'une dune qui aurait dû mettre des millions d'années à se construire, et dans mon livre, elle s'est formée en 50 ans. Comme j'avais déjà bafoué les lois de la géologie, je me suis dit que je pouvais aussi créer des animaux. Et donc j'ai voulu créer quelque chose de nouveau et faire valoir une différence, une opposition entre d'une part la beauté puis la terreur. Et cet aspect binaire, j'ai essayé quand même de ne pas trop jouer dessus. C'est cet endroit qui est nu, qu'on nous présente comme étant un endroit nu et déshérité, pouvait aussi être un endroit magique et riche pour l'imaginaire. Guy? Unfortunately, I'm always sort of fallen back into the position of having to explain something about Canada. I mean, I think most Europeans are pretty familiar with American popular culture, American history, as opposed to Canada. Canadian literature is actually a fairly new phenomenon. This is a gross generalization, but there was a sense at one time for Canadians who wanted to write that they kind of made a choice, that they would attempt to go to the United States or they would attempt to go to Britain. Culturally speaking, there was a cultural nationalism in English-speaking Canada, and I can only speak about English-speaking Canada because obviously Quebec and the rest of French-speaking Canada have a different history. In terms of asserting where you lived and making a record of it, there was a Western Canadian writer by the name of Robert Crouch who said, "We are not real, we do not exist until we were written." So for people of my generation, it was almost an ethical duty, if you wished to write, to embark on that project. And I think that's been part of my history as a writer for close to 40 years now, is that that's one of the things that motivated me. Je me retrouve toujours dans cette situation à devoir expliquer le Canada, parce que les Européens ont tendance à bien connaître l'histoire américaine, la culture américaine, alors que le Canada reste relativement peu connu pour les Européens. La littérature canadienne est un phénomène relativement récent. Je dis relativement, là je généralise assez grossièrement, mais dans ces grandes lignes, c'est relativement récent. Et les Canadiens, pendant longtemps, pensaient que s'ils voulaient réussir en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, il fallait qu'ils partent soit aux États-Unis, soit au Royaume-Uni. Donc il y avait l'émergence de cette sorte de culture, du nationalisme culturel. Et là, je ne parle que du Canada anglophone, évidemment. Il y a ce clivage entre le Canada francophone avec le Québec et le Canada anglophone, d'où moi je viens. Un grand écrivain, Robert Crouch, et là je donne la citation en substance évidemment, a dit qu'on n'existait pas avant que les écrits n'eût été écrits. Ça représente ce sentiment de devoir de se décrire et de décrire notre entourage. Et pendant mes 40 années de travail, pendant les 40 années où j'ai écrit, c'est ce sens de devoir qui m'a motivé en grande partie. Alors on va devoir clôturer malheureusement cette rencontre, mais ce que j'aimerais peut-être c'est vous poser une dernière question à tous les trois. On a le sentiment, en tous les cas dans l'imaginaire des Européens et certainement des Français, on a le sentiment que dans l'Ouest, c'est là que reste finalement un peu l'esprit de l'Amérique, parce qu'il y a la possibilité d'un recommencement, comme vous le disiez, Ivy, parce qu'on peut y se réinventer, fuir quelque chose, parce qu'aussi, quand on voit, et c'est d'ailleurs la scène d'ouverture de votre livre est assez frappante, cet embouteillage monstrueux, cet homme qui court nu à travers les voitures, c'est vrai que l'Amérique
sururbanisée, avec ses banlieues interminables, ces villes tentaculaires, n'est guère séduisante pour les Européens que nous sommes. On a du mal. Moi, la première fois que je suis allé à Los Angeles, un ami est venu me chercher à l'aéroport. Au bout d'1 heure et demie, on roulait toujours. On était toujours dans Los Angeles, ce qui, pour le Français que je suis, était un peu perturbant. Est-ce que l'Ouest, finalement, est le dernier meilleur endroit en Amérique? On dit souvent the last best place. Is the West the last best place in America? I hope not. I mean, I like the East Coast. No. I know what you mean. You know, I can only speak to this personally. I am so happy to have had the opportunity to wind up in California. It kind of blows my mind on a daily basis. I understand you got lost in Los Angeles. It is incomprehensible. It's a really big city. It makes absolutely no sense. But there's a sense of discovery that I believe remains in the Western United States that I don't really find on the East Coast or in the South. Possibly, in Montana and so on and so forth. I'm not terribly familiar with that, but there's this idea that even in a city like Los Angeles, there are things that remain to be discovered, to be learned, and I love that. I love that about the Western United States. I love driving out to Arizona or Nevada and thinking that there are places that people live, but not everyone has been. And it's really great, and it's a really remarkable feeling that I think is kind of alien to the Eastern United States. And for me, that is as a writer or as a person living in the world who wants to learn things, the sense of the possibility of discovery in our modern, overdeveloped world is essential. And yes, that for me is what is just incredible about the Western United States and sort of what makes it maybe slightly better than other places. Non, j'espère que ce n'est pas le dernier meilleur endroit des États-Unis. Moi, j'adore la côte Est. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Personnellement, je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance de déménager en Californie et je reste ébahie, complètement éblouie par la Californie et aussi Los Angeles. Los Angeles est une ville qui n'a aucun sens. Je comprends très bien que vous soyez perdu dans cette ville. Et je crois que ce qui prédomine, c'est surtout ce sens de la découverte qu'il y a à l'ouest, qu'il n'y a pas à l'est et pas non plus, je pense, au sud de l'Amérique, peut-être dans le Montana, je ne sais pas, c'est des endroits que je ne connais pas non plus très bien. Mais à Los Angeles, on a ce sentiment toujours qu'il y a des choses à découvrir, des choses à apprendre. Moi, j'adore prendre ma voiture, rouler jusqu'en Arizona, au Nevada, et me dire qu'il y a des endroits encore là-bas où tout le monde n'est pas allé, ce qui est différent, je pense, à l'Est. En tant qu'écrivain et en tant qu'être humain qui aspire à apprendre des choses, à continuer à faire des découvertes, pour moi, c'est très important et essentiel qu'il existe encore des endroits comme ça qui sont propice à la découverte et à l'apprentissage. In Canadian terms, there are many Wests, and I can only speak about my part, which is Saskatchewan, which is the underprivileged West. You have British Columbia, which has the sea, a relatively warm climate, more economic development than I'm moving east now. You have Alberta, which has the Rocky Mountains, oil, and a relatively rich economy. Then you come to my province. In 1920, there were 1 million people living there. There are still 1 million people living there. And it's a place of economic hardship, and there are many jokes about it, one of which is, when the last person leaves Saskatchewan, will they please turn out the light? So in a sense, people from Saskatchewan almost think of themselves as Dust Bowl Okies. So Saskatchewan is not the place of opportunity. Saskatchewan is the place of doggedness. People who stay there are deeply committed to it. So it's not a place that attracts immigrants. Only very recently, because of various pressures
in many disadvantaged places of the world, is it receiving immigrants again? Unlike the American West, or at least the part of American West that's being discussed here, it's not a place of possibility, it's a place of desperation. Il y a plusieurs ouest canadiens. Si on va d'est en ouest, il y a la Colombie-Britannique où ils ont la mer, il fait plus beau, l'environnement économique est bien plus propice aussi. Ensuite, on va vers Alberta, ils ont les Rocheuses, ils ont du pétrole, il y a une bonne activité économique là-bas aussi. Ensuite, on arrive au Saskatchewan, là où je vis, et c'est une région très pauvre en fait. La vie est dure dans le Saskatchewan, et pour l'illustrer, en 1920, il y avait 1 million de personnes qui vivaient dans la province, et aujourd'hui, on est toujours 1 million. La vie est dure, et d'ailleurs, on en rigole. On a tendance à dire que est-ce que la dernière personne à quitter la province pourrait penser à éteindre la lumière? Et c'est vraiment ça. On se donne des surnoms, et ce n'est vraiment pas une terre d'opportunité, de positivité. C'est plutôt une terre pour les bornés qui refusent de partir. Et d'ailleurs, ce n'est pas une terre qui attire particulièrement les immigrés non plus. Ce n'est que récemment, à cause de plusieurs tensions géopolitiques dans les parties défavorisées du monde, qu'on a commencé à voir des immigrés arriver. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas l'Ouest américain de la prospérité et de la chance, mais plutôt du désespoir chez moi. Claire? Well, I'm reminded about the conditions that the first Western, written by white folks, was written, and that was in nostalgic mourning for a way of life that didn't exist anymore, open range agriculture. So it was always a very nostalgic and worried about, is it the last? Is it the end? So it won't be an update to the genre to say that I do feel a sense of last. Is it the last best? There's a ticking clock in the question, and I feel that. I do, partly because, public land is under siege. We have a regime that's extremely divisive, and in the West, that often takes on a violent manifestation. A lot of Americans in the US, I think, from the coast, don't feel, they feel afraid of their own country. So, yeah, I think it's a wonderful democratic place. I think when Stegner said that movement is the central motif of the West, a great North American Westerner, right? There's still that sense that's a little less class. You don't have a cemetery full of ancestors up the hill looking down on you. You can do what you want, but there's also, as there has always been from the beginning, a sense of grief, I think, in the literature and in the place itself, too. Oui, cela me fait penser aux circonstances dans lesquelles avait été écrit le premier western. C'était déjà, il exprimait une nostalgie pour un mode de vie qui était déjà révolu. Et c'est vrai que pour moi, l'Ouest a toujours été un lieu de nostalgie, et je pense que je ne dirais rien de nouveau. Oui, je pense comme vous que c'est peut-être le dernier meilleur endroit. Et c'est vrai que on a un sentiment d'urgence, comme si on sentait le chronomètre ou le compte à rebours, on entend le tic-tac du compte à rebours. On voit que des terres publiques sont menacées, que nous sommes dans un pays qui est de plus en plus divisé. Beaucoup d'Américains sur les côtes ont peur de leur propre pays. Je pense que c'est un pays formidable pour la démocratie. Comme le disait Wallace Stegner, c'est le mouvement qui est le propre de l'Amérique. Et nous ne sommes pas un pays comme l'Europe avec des cimetières remplis d'ancêtres qui nous observent et qui nous regardent.
Mais nous sommes un pays jeune, mais depuis le début, nous portons une espèce de deuil, et c'est un deuil qui est présent à la fois dans la littérature et dans l'espace. C'est une belle conclusion à cette rencontre. Je vous invite en tous les cas à découvrir ces grands livres qui viennent de l'Ouest. Route 62 d'Ivy Pochoda, traduit par Adélaïde Pralon. Les sables de l'Amargosa de Claire V. Watkins, traduit par Sarah Gursel. Liana Lévy pour Ivy Pochoda, Albin Michel pour Claire V. Watkins. Et enfin, Comme des feux dans la plaine, traduit par Michel Lederer de Guy van der Reyck, chez Albin Michel aussi. Merci aux voix françaises de nos invités, les interprètes qui ont été sur le plateau. Merci à vous tous. Et à dans 2 ans. Bonne fin de journée.